Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre. Juste avant de commencer officiellement, quelques petites consignes. Alors, comme je l'ai répété à quelques occasions là, depuis que les gens ont commencé à se connecter, on invite donc tout le monde à se mettre sur muet, sur mute et à fermer sa caméra. Ça va aider le déroulement de la rencontre. Deuxièmement, évidemment, il y a la fonction chat, clavardage qui est disponible. Donc, vous pourrez poser en cours de route vos questions-là. On va essayer de faire le mieux possible pour vous parler et regarder le chat en même temps et répondre aux questions. Puis, on verra là, selon à la fin comment tout ça s'est déroulé, puis comment on pourra peut-être, il y a une fonction lever la main. Donc, on pourra peut-être à la fin là, permettre à quelques personnes de prendre la parole si le temps nous le permet. Donc, on va essayer de prendre environ 1 heure de votre temps pour cette rencontre-là. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre président, M. Sylvain Proulx. Bonjour tout le monde, merci Marc. C'est exceptionnel qu'on se rencontre. Bien, exceptionnel, c'est rendu la norme maintenant, évidemment, dans notre environnement virtuel. Alors, je vous remercie de votre présence. Je vois la température extérieure, puis je sais tous qu'on serait normalement autour d'une piste en train de s'entraîner, préparer la prochaine compétition, mais nos vies ont été changées, bouleversées depuis la mi-mars, comme vous le savez. Et le monde des fédérations sportives, évidemment, le monde sportif n'a pas échappé au tsunami sanitaire qui nous a évidemment terrassés partout. Alors, écoutez, on est là beaucoup aujourd'hui pour, bien sûr, faire le bilan de la situation. Il y a eu beaucoup de communications qui vous ont été transmises au fil des 2 derniers mois. On a voulu, bien sûr, être le plus transparent possible sur les éléments d'information dont on disposait au moment réel où on vous les a transmis. Évidemment, tant le conseil d'administration que les membres de la permanence ont travaillé d'arrache-pied à s'adapter au contexte qui était en constante évolution. Alors, aujourd'hui, on veut vous faire partager, évidemment, pour plusieurs, il y a beaucoup d'informations qui vous ont déjà été transmises pour la majorité, mais on voulait quand même prendre ce moment ce soir pour un peu faire le point avec vous. Pas tellement regarder dans les rétroviseurs parce qu'on sait tous ce qu'on vient de vivre, mais beaucoup regarder par en avant et aussi répondre dans la mesure du possible à certaines questions que vous pouvez avoir. On n'a pas toutes les réponses parce que nous-mêmes, évidemment, on fait beaucoup de représentations et on essaie de s'ajuster en fonction des nouvelles politiques de la santé publique en matière de déconfinement et ce qui touche évidemment notre milieu sportif, notamment au niveau des phases qui ont déjà été décrites. Heureusement, on a le privilège d'être dans une discipline individuelle. Alors, on a peut-être une avance sur certaines autres disciplines. À nous d'en profiter et d'utiliser à bon escient. Mais il y a quand même beaucoup de changements qui vont être évidemment apparents de façon évidente. L'été 2020 ne se rassemblera pas à nos autres étés. Ça, vous le savez bien sûr, c'est une évidence. Alors, écoutez, ce soir, je voudrais juste rapidement survoler les points qu'on va regarder avec vous. Alors, si on peut revenir à la table des matières, Marc, En fait, les points, on va parler évidemment des représentations. J'en ai glissé un mot tantôt avec le ministère. On est appelé à faire plusieurs représentations. Évidemment, vous savez que toutes les fédérations sont aux prises avec différents enjeux. Il y a des stratégies communes qui sont développées. Il y a des représentations, il y a des axes de communication, différents comités de travail. Alors, on va vous faire part de ça. Évidemment, on va revenir sur tous les programmes de soutien financier. On veut remettre, en fait, les informations que vous avez. Qu'est-ce qu'on a de plus frais comme information? Les webinaires d'information, vous avez vu, puis c'est l'objectif. Évidemment, notre rôle a été de maintenir un lien de communication très étroit avec vous. Les clubs, avec les entraîneurs, avec les athlètes, on comprend qu'il y a des contraintes. Cette situation-là entraîne nécessairement une baisse de motivation, une désaffiliation, des difficultés de maintenir, si vous voulez, l'énergie au sein de nos troupes. Alors, la Fédé s'est beaucoup attardée à
à justement continuer d'alimenter et profiter de cette opportunité-là, des fois, pour faire davantage de formation qu'il ne l'aurait été dans d'autres situations. On va parler du calendrier de compétition. Bien, vous savez, il y a déjà beaucoup d'informations qui vous ont été transmises. Comme je le disais d'entrée de jeu, 2020 ne sera pas l'été ce sera un été exceptionnel à ce niveau-là. Alors, il y a quand même des choses qui vont peut-être se présenter à nous pour juillet et août, on verra. Alors, on vous en parle plus tard. Alors, le déconfinement, on en a glissé un mot. On va revenir sur les phases. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les mesures de la santé publique? C'est quoi, dans la pratique réelle, à quoi ça va ressembler et à quoi vous pouvez vous attendre de ce côté-là? Les questions d'assurance, courses d'entraînement, courses et entraînement virtuel. On va compléter aussi avec les travaux du conseil d'administration, parce que sachez que le conseil d'administration, depuis la mi-mars, donc depuis le début du confinement, s'est réuni exceptionnellement sur une base très, très régulière, donc aux 3 semaines, évidemment, pour s'ajuster constamment à la situation, évidemment, financière. Il faut comprendre que nos années financières se terminent au 31 mars, donc on faisait déjà un exercice budgétaire, mais cet exercice-là, comme vos propres, évidemment, vos propres unités, vos propres clubs, bien, vous avez à vous ajuster en fonction de la situation financière, évidemment. Et ça, bien, on continue ensemble avec vous à voir les différents scénarios et comment ça va se déployer. Donc, bien, écoutez, je vous laisse aux soins de Marc pour les différents points qui vont suivre et on conclura ensemble. Merci encore de votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Comme Sylvain l'a mentionné, on va essayer de faire un survol, un résumé de l'ensemble des informations qu'on a depuis le début de la crise et les nouveautés. Encore des choses qui sont arrivées à 3 heures cet après-midi que j'ai rajoutées à la dernière minute dans la présentation. Donc, c'est de l'information tout fraîche. Comme vous le savez, évidemment, tout change rapidement, puis on travaille beaucoup dans l'incertitude et l'inconnu. On apprend beaucoup. Donc, un instant, je dois mettre du monde en même temps. Donc, on va essayer de vous faire un survol assez complet là, de la situation. Puis, on prendra les questions s'il y a des choses qu'on n'a pas traitées pendant la présentation. Donc, un des éléments qu'on fait depuis le début du mois de mars, même dans les quelques jours avant que ça soit officiellement annoncé, donc c'est une série de représentations auprès du ministère. J'essaie de changer mes pages, puis on dirait que c'est très lent. Bon. Bien, ça va bien. Un instant, on va finir par... Bon. Donc, depuis le début, la Fédération est en constante relation avec le ministère. On siège aussi sur un comité stratégique des fédérations sportives. Donc, il y a une quinzaine de DG là, de fédérations qui sont sur ce comité-là, qui est un comité permanent. Évidemment, les travaux de ce comité-là depuis le mois de mars sont exclusivement dirigés vers tout ce qui est relié à la crise actuelle. Il y a 4 sous-comités qui ont été créés, dont un comité sur la vision à long terme, un comité communication, un comité santé et un comité ressources humaines et financières sur lequel je siège. Et donc, l'objectif de ces 4 comités-là, c'est d'un peu représenter l'ensemble de la communauté sportive et de faire des représentations aux différents paliers de gouvernement et aux différents partenaires. Donc, c'est notamment une des premières choses qu'on vous avait envoyées, c'est un sondage qui a permis de faire le portrait de où on en était. Puis à ce moment-là, on était fin mars, début avril, sachant que ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Il y a aussi un comité national avec les gens d'Athlétisme Canada et mes collègues DG des autres fédérations provinciales d'athlétisme, sur lequel je siège et on se réunit à toutes les 2 semaines pour faire un peu le tour d'horizon de ce qui se passe dans chacune des provinces, les meilleures pratiques et comment on peut s'inspirer et faire un travail d'équipe. Il y a un comité de travail qui vient d'être mis sur pied aussi pour essayer d'avoir des directives peut-être communes à travers le Canada. Et ce comité-là aussi est en lien avec, bon, évidemment, Athlétisme Canada en fait partie. Il y a un comité aussi au niveau de la Fédération internationale qui se penche sur les différents aspects de comment on va pouvoir
pratiquer notre sport là, dans les prochains mois. Donc, tout ce qui se fait. Puis au niveau national, Athlétisme Canada siège aussi sur un comité national avec toutes les autres fédérations et Sport Canada. Donc, il y a beaucoup de comités, beaucoup de rencontres pour essayer de trouver les meilleures façons que le sport continue et reprenne le plus vite possible. Et dans certains cas, quand on parle de ressources humaines et ressources financières, comment le sport va pouvoir survivre, passer à travers et avoir les moyens d'une relance efficace. Donc, évidemment, on est en lien constant, je vous dirais, journalier puis hebdomadaire avec le ministère. On n'a pas souvent de réponses au niveau qu'on aimerait avoir, mais on continue à pousser et à faire toutes les représentations possibles. Et évidemment, plus ça avance, plus qu'on a de différentes réponses. Je vais faire un survol assez rapide des différents programmes de soutien financier qui existent. Je pense que la plupart des gens qui avaient besoin de ces programmes-là les connaissent déjà, mais je pense que c'est important quand même de juste refaire un petit survol. Donc, le compte d'urgence des entreprises canadiennes, c'est le prêt de 40 000 $ qui est disponible pour les organisations qui ont des salariés. L'avantage de c'est assez facile en passant par votre institution financière d'avoir accès à ce prêt de 40 000 et l'avantage de ce prêt, c'est que si vous le remboursez avant le 31 décembre 2022, eh bien, vous avez juste 30 000 $ à rembourser. Donc, vous avez un 10 000 $, je dirais, de subvention là, qui reste disponible pour vous. La subvention salariale d'urgence, donc, qui permet de payer 75 % du salaire des employés jusqu'à un maximum de 847 par semaine, est disponible pour ceux qui ont des employés salariés. Évidemment, il y a le programme de travail partagé éventuellement pour les plus grandes organisations. Évidemment, pour les individus, il y a la prestation canadienne d'urgence. Et il y a le dernier programme d'aide de Patrimoine Canada qui est sorti la semaine dernière. Donc, au total, c'est 500 millions qui ont été attribués au domaine des arts, de la culture et du sport. Il y a environ 72,5 millions pour le milieu du sport. Donc, plus ou moins 5 millions qui va venir en aide aux athlètes brevetés ou des équipes nationales. 34 millions, je crois, pour les fédérations nationales pour passer à travers la crise. Et il y a eu des représentations très intéressantes là, au niveau par les fédérations nationales pour que de l'argent revienne au niveau provincial et local. Donc, il y a un 32,5 millions qui a été attribué et on ne sait toujours pas, évidemment, le niveau provincial est en discussion avec le fédéral de comment ça va être transféré, quels seront les critères d'attribution, qui aura droit à ça. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que le fédéral investit 32,5 millions dans le support provincial. Et donc, on aura des nouvelles d'ici un mois environ, qu'on nous a mentionné au gouvernement provincial pour la suite de ça. Donc, évidemment, on a bien hâte de voir comment ça va pouvoir aider là, la relance du sport, puis ce sera quoi les conditions. Au niveau provincial, bon, juste pour votre information, tous les programmes de subvention qui nous aident à subventionner à soutenir différents programmes au niveau de la Fédération québécoise d'athlétisme. Pour l'instant, rien n'est confirmé pour les budgets qui ont commencé le 1er avril. Tout est sur la glace et on ne devrait avoir aucune nouvelle de ces programmes-là avant le mois de juillet. Donc, évidemment, c'est un niveau d'incertitude, ne sachant pas ce qui va se passer. Mais bon, on a un niveau de confiance que les bonnes choses vont être faites à ce moment-là, mais on est dans l'attente par rapport à ça. J'ai envoyé une communication dans les derniers jours sur une opportunité avec le Fonds Sport Québec. Donc, vous connaissez que Sport Québec a déjà un programme qui s'appelle Placement Sport, qui est un programme d'appariement disponible pour les fédérations sportives. Mais il y a un autre programme qui a été lancé qui s'appelle le Fonds Sport Québec, qui permet aux clubs sportifs de faire leur propre levée de fonds. Et donc, dans le cadre de la pandémie, de la crise actuelle, donc il sera possible pour les clubs de convertir une partie des affiliations de vos clubs, des cotisations de vos membres pour lesquelles que les gens auraient déjà payé ou auraient dû payer dans les prochaines semaines, prochains mois, par exemple pour une session d'été.
Et comme les services ne sont pas dispensés, vous êtes tenu de les rembourser. Donc, une possibilité, c'est d'offrir à vos gens de vous laisser cet argent-là ou de vous la verser quand même et de transférer là, la portion pour laquelle ils n'auront pas de service en don. Donc, l'avantage pour les gens, bon, pour le club, c'est de recevoir de l'argent qu'ils n'auraient pas reçu ou qu'ils auraient dû rembourser. Donc, ça l'aide la survie des clubs. Deuxièmement, l'avantage pour le donateur, c'est, en plus d'aider son club, c'est aussi de recevoir un reçu pour don de charité. Donc, son don de 50, de 100 ou de 200 $, évidemment, ne lui coûte pas ça vu qu'il y a un reçu en fin d'année. Donc c'est un élément intéressant pour les clubs qui prévoyaient rembourser leurs membres. Évidemment, il faut que le montant soit assez intéressant parce qu'il y a une certaine charge administrative. Donc, vous pouvez vous référer au courriel que j'ai envoyé dans les derniers jours. Il y a les conditions pour adhérer au programme. Donc, il faut donner différentes informations sur le club, la personne responsable, etc. Il faut savoir que toute la gestion des dons se fait par Sport Québec. Donc, l'argent qui, des fois, est déjà dans votre club doit être envoyé à Sport Québec, qui ensuite de ça la renvoie à la fédération, qui la renvoie au club. Donc, quand je vous parlais d'un peu de dédale administratif, mais c'est la seule façon. Il y a seulement Sport Québec, qui est un organisme reconnu de bienfaisance, qui peut émettre des dons de charité et l'argent doit donc passer par eux. Donc, il y a des fichiers, des formulaires de dons individuels. Chaque personne qui fait un don doit signer un formulaire. Le club doit remplir aussi un fichier Excel qu'on peut vous fournir avec l'ensemble des dons qui sont donnés. Vous devez aussi fournir à Sport Québec une confirmation du paiement. Donc, évidemment, ils ont une responsabilité que les lois soient respectées. Donc, ça ne peut pas être des faux dons. Donc, vous devez avoir une preuve que la personne a payé 300 $ à votre club et qu'il y a 100 $ qui doit être remboursé et ou donné donc en don. Il y a des frais administratifs. Vous avez vu dans l'envoi les différents frais qui sont appliqués par Sport Québec pour gérer l'ensemble du dossier. Et évidemment, les remises pour les reçus fiscaux se font évidemment au mois de février 2021, quand l'année au 31 décembre est terminée. Et c'est pour les dons de 25 $ et plus seulement. Évidemment, le rôle de la Fédé là-dedans, c'est de faire un courroie de transmission entre les clubs et Sport Québec et d'administrer le tout quand nous, on reçoit l'argent pour vous la redonner. Évidemment, tout ce qu'on fait, nous, il y a sans frais, il n'y a aucun argent qui reste à la Fédé. Donc, le seul avantage, c'est vraiment pour les clubs là, d'avoir cette possibilité-là de les aider. Peut-être, Monsieur le Président, je vous inviterai à regarder le chat. Et si jamais il y a des questions en lien avec les sujets, peut-être me les poser au fur et à mesure, si jamais. Sinon, on va les prendre à la fin, parce que là, j'ai... Donc, c'est ça pour cette section-là. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur muet, merci. Bon, un instant. J'essaie de faire avancer. On dirait que la... Un instant. Suivant. Depuis le début, on l'a mentionné, puis ça, c'est juste plus un point d'information. Il y a eu différents webinaires comme ce soir qui ont été réalisés, puis on va continuer à en faire. Donc, c'est 1 ou 2 formations ou webinaires par semaine. Donc, depuis le début, on a eu des conférences web pour les épreuves de demi-fond. On a souvent 3 panélistes à chacune des conférences. On en a eu une avec un psychologue sportif sur la motivation en temps de pandémie pour les athlètes, une sur les épreuves de sprint, une très courue qui a été notre plus populaire à date sur l'athlétisme au féminin avec des questions sur lesquelles on s'attarde plus ou moins, donc des questions un peu plus touchées. On a fait, je pense que c'est mardi, des fois je perds le fil des journées, donc sur les épreuves combinées. On a aussi fait pour les clubs un webinaire avec une fiscaliste et une comptable sur toute la notion des travailleurs autonomes ou salariés au niveau des entraîneurs. Donc, c'était important parce que c'est un enjeu majeur au niveau des clubs. On a fait un webinaire aussi pour les officiels sur quelles sont les qualités attendues d'un officiel. Et à 19 h ce soir, il y a la deuxième conférence des officiels sur les rôles et responsabilités des chefs de plateau. Et aussi, on a organisé un webinaire avec les organisateurs de courses sanctionnées il y a une dizaine de jours pour faire le point sur ce secteur-là qui est particulier et très touché, évidemment.
À venir, évidemment, dans celles qui sont déjà prévues, on en a une la semaine prochaine sur les épreuves d'endurance avec 2 entraîneurs. On en a une qui va être annoncée bientôt, qui aura lieu le 4 juin sur l'homosexualité, comment accueillir et s'affirmer sur la piste. Et on en a d'autres qui sont en gestation et en préparation. On a aussi des formations là, qui sont données tous les mardis et samedis. Donc, il y a des modules théoriques qui sont facilement accessibles par le mode virtuel. Donc, autant pour les formations d'entraîneurs sportifs que d'entraîneurs de club, on me dit qu'il y a une quarantaine de personnes là, qui ont pris quelques-uns de ces modules-là pour compléter leur formation. Donc, c'est un beau succès présentement. Et évidemment, bon, il y a la conférence de ce soir et je pense que j'en oublie pas, mais on continue à faire là, 1 à 2 fois par semaine différentes rencontres pour essayer de garder la motivation, donner de l'information et continuer à former les gens. Et évidemment, on est ouvert à vos suggestions aussi s'il y a lieu. Donc, vous pouvez nous écrire là, s'il y a des sujets qui vous semblent plus appropriés. Donc, calendrier de compétition, on va aller assez vite là-dessus. Vous savez que rien de neuf à ce niveau-là, vraiment. Donc, toutes les compétitions ont été annulées officiellement jusqu'au 30 juin. On a pris la décision qu'il n'y aurait pas de championnats provinciaux ni de Coupe du Québec en 2020. Tous les événements majeurs, Jeux du Québec, Jeux olympiques, Jeux de la francophonie canadienne, Jeux de la Légion, etc., ont été annulés en 2020 et ou reportés à 2021. Évidemment, on espère toujours qu'il y aura une saison estivale. Évidemment, plus le temps passe, plus qu'on espère, premièrement, d'avoir de l'entraînement un peu plus normalisé. Et éventuellement, peut-être qu'il y aura quelques compétitions au mois d'août-septembre. Évidemment, si cela s'avérait, il y aurait une saison estivale qui serait évidemment décalée et qui serait probablement, fort probablement, juste au niveau local. Donc, il n'y aurait pas de compétition d'envergure très organisée. Donc, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas rendu, ce n'est pas permis et c'est dans une phase subséquente. Puis, évidemment, tous les événements grand public, donc grand public, c'est plus de 250 personnes, sont interdits jusqu'au 31 août. Pour l'instant, on n'a pas d'indication de qu'est-ce qui en sera pour la suite. Évidemment, nos organisateurs de courses sur route et de trail ont très hâte de voir ce qui va se passer parce que présentement, ils continuent à s'organiser, à se préparer, mais engendre des coûts, sachant pas si leur événement pourra ou non avoir lieu. Donc, ça, c'est un autre des sujets sur lesquels on fait beaucoup de représentations là, auprès du gouvernement, mais qu'on est en attente de réponse. Déconfinement sportif. On commence à arriver aux choses un peu plus intéressantes. Évidemment, on a été pris par surprise, tout le monde, la semaine passée, agréablement surpris d'une certaine façon par l'annonce de la ministre Isabelle Charest. Donc, nous, on n'avait eu aucune information, indication qu'il y aurait cette annonce-là le mercredi. Je pense qu'on l'a su 30 minutes avant la conférence de presse qu'il y avait cet élément-là qui serait adressé. De l'information qu'on a présentement, et tout ça, c'est évidemment non officiel, donc on ne peut pas prendre ça pour du cash. Évidemment, il y a une première phase, que celle-là a été annoncée, qui a commencé hier. Donc, ce qui est autorisé, c'est la pratique libre, individuelle ou à 2 personnes, non organisée, non supervisée par des entraîneurs, et pour les courses et les lancers seulement. Dans les différentes discussions qu'on a eues avec le ministère au fil des semaines, ils ont passé en revue chacune des fédérations sportives pour savoir comment le sport pourrait s'adapter d'un groupe d'épreuves ou d'un groupe de sport à l'autre, avec les consignes de la santé publique qu'ils avaient eues. Donc, ils ont pris 1 mois pour digérer tout ça et sont arrivés finalement à prendre des décisions qui ont été annoncées. Donc, ce n'est pas nous qui avons dirigé ça, c'est vraiment le gouvernement qui a pris les décisions de ce qui était déconfiné, je vous dirais, ou pas. Ce qui a été annoncé aussi aujourd'hui, donc c'est un des ajouts, c'est pour ça que j'ai mis 1B. Donc, il y a les camps de jour qui ont été annoncés qui pourraient reprendre à partir du 22 juin prochain. À cet effet-là, sur notre site Web, il y a un guide qui a été préparé par l'Association des camps sur lequel et qui a été travaillé avec la santé publique. Donc, c'est le guide
qui sera utilisé pour les camps de jour. Donc, la plupart des gens avec qui j'ai parlé qui préparaient des camps de jour ont déjà eu accès à ce guide-là. Il est sur notre site web présentement dans la section COVID-19, coronavirus. Et s'il y en a qui le veulent, là, vous pourrez m'écrire après la rencontre et je vous ferai parvenir le lien qui pourra vous donner un peu plus d'indications à ce sujet-là. La phase 2 qu'on entend parler, évidemment, en ce moment, on parle de 5 phases. Dans le don de discussion que j'ai eu cette semaine, on parle de 6 ou 7 phases. Donc, il y aura probablement des sous-phases, probablement. Donc, la prochaine phase serait qu'on permettrait les entraînements supervisés, évidemment, à l'extérieur. Donc, ça sera quoi les conditions, quel groupe? Est-ce que les indications d'aujourd'hui ou d'hier de permettre des barbecues de 10 personnes qui rassemblent 3 familles va donner le ton à la prochaine étape? On ose l'espérer. La phase 3 serait une phase de compétition sans public pour des compétitions à l'extérieur. Et les phases 4 et 5, entraînement supervisé à l'intérieur. Donc, ça sera un autre enjeu quand on arrivera à l'automne. Et évidemment, des compétitions à l'intérieur. Et dans tout ça, quelque part, les événements grand public là, à l'extérieur seront aussi probablement une sous-phase à quelque part. Évidemment, il n'y a aucun échéancier connu. J'ai tout fait pour essayer de le savoir. On nous dit que la phase 2, ou on nous laisse entendre, on ne nous dit pas, on nous laisse entendre que la phase 2 serait imminente. Donc, imminent, est-ce que c'est dans quelques jours, quelques semaines? On ne le sait pas. Donc, on doit se préparer à toute éventualité et on verra ce qui va se passer. Donc, c'est ça pour les prochaines phases qu'on anticipe présentement là, avec l'information qu'on collige à gauche et à droite. Évidemment, les principes directeurs actuels seront de mise. Évidemment, pour la phase actuelle, c'est la distanciation physique de 2 mètres. Je pense que tout le monde a amplement entendu parler. C'est à respecter en tout temps. Ça sera la base de toutes les décisions de toutes les organisations. En ce moment, seules les activités extérieures sont permises. Il n'y a aucun déplacement entre régions qui est autorisé pour aller s'entraîner. Pour les lancers, évidemment, on a identifié qu'il n'y avait aucun partage d'équipement qui était permis. Chaque athlète doit avoir son propre équipement qui doit être désinfecté adéquatement après chaque utilisation. Évidemment, tout ce qui est partage d'équipement est un élément sensible. Il y aura des nuances à apporter là, probablement dans la prochaine phase, mais assurément que s'il y a du prêt d'équipement ou de l'emprunt d'équipement, il va falloir que les propriétaires d'équipements ou d'installations mettent en place des mesures sanitaires de désinfection entre chaque utilisateur si jamais il y avait des équipements qui étaient partagés éventuellement. Puis évidemment, les consignes de santé, de sécurité vont toujours avoir priorité sur toute forme d'entraînement ou de guide qui sera publié. Les règles d'hygiène, notamment le lavage des mains, doivent être en vigueur respectées pour la pratique sécuritaire. Donc ça, c'est avant toute chose, c'est toujours la consigne, la directive qui doit nous allumer tout le monde et nous diriger. Plusieurs personnes ont parlé ou entendu parler de différents guides là, qui sont en préparation par les fédérations sportives. Il y en a qui ont été plus audacieux, je dirais, en mettant déjà publiquement des guides avec différentes phases, alors que rien n'est approuvé et dirigé par le gouvernement. Donc, la Fédération québécoise d'athlétisme est à compléter ce guide-là. Donc, il y a déjà un guide, ce guide-là a déjà été envoyé aujourd'hui même au gouvernement pour leurs commentaires et éventuellement leur approbation. On s'est inspiré de plusieurs guides qui ont été faits à l'international en athlétisme, notamment la Fédération française et irlandaise et australienne. Avec nos collègues des autres provinces, certains ont déjà travaillé sur des guides aussi. Je vous parlais de notre comité national. Donc, on a partagé les meilleures pratiques et les réflexions de ces différentes provinces-là. On a 2 clubs au Québec qui ont travaillé sur ce guide-là aussi, notamment à l'Université de Sherbrooke, le club et aussi le club à Gatineau, le Cyrus. Donc, ils nous ont partagé leurs réflexions qui nous ont aidés à produire ce premier guide. Donc, évidemment, et je le redis, mais les directives et les consignes de la santé publique vont toujours avoir préséance et sont toujours respectées en tout temps.
Donc, ce guide-là de recommandations est en préparation, puis donc, il est en attente d'approbation et de commentaires par le ministère et par la santé publique. Évidemment, il y a toute une question légale et d'assurance qui est à confirmer avant la publication. C'est pour ça qu'on a décidé d'être prudent et de ne pas aussi publier un guide alors que des nouvelles directives qui émanent de jour en jour et de semaine en semaine, et d'avoir un guide qui serait désuet et que les gens utilisent la version 1 alors qu'on est rendu à la version 3. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus. Les assurances, j'ai reçu de l'information complémentaire à 3 heures cet après-midi, donc je vais pouvoir vous en partager l'information que j'ai reçue. Évidemment, bien que la Fédé va publier ce guide-là dans les meilleurs délais, bien, chaque club va devoir adapter ces recommandations-là à sa propre réalité sur le terrain, puis en cohérence avec sa municipalité et les propriétaires d'installation. Donc, évidemment, ce guide-là sera comment on va pouvoir adapter le sport aux consignes de la santé publique. On n'est pas des experts de santé ni des scientifiques, alors ces aspects-là seront toujours émis par la santé publique. Nous, on travaille à comment on va adapter notre sport. Et vous, évidemment, dans votre réalité, bien, les recommandations qu'on va faire pourront ou non s'appliquer ou s'appliquer avec des nuances. Donc ça sera à vous là, de les adapter. Évidemment, on a aussi été interpellés parce qu'il y a des propriétaires d'installations, des municipalités qui disent on attend l'autorisation de la Fédé pour donner l'accès à la piste. Soyons clairs, la Fédération ne va pas autoriser ou pas l'ouverture des installations sportives. C'est la responsabilité unique des propriétaires d'installations. Ils ne peuvent pas se déresponsabiliser de cette responsabilité-là. Donc, c'est leur rôle de dire à quelles conditions et s'ils vont les ouvrir et donner accès aux installations. Donc, évidemment, les documents qu'on publie vont venir, on l'espère, aider et conforter un peu les gens dans leur prise de décision. Mais c'est à eux, ultimement, les propriétaires d'installations ont à faire respecter les consignes de la santé publique qui sont connues présentement. Ils sont en lien eux-mêmes, les municipalités, avec la santé publique. Donc, c'est à eux à faire respecter ça et à mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour les faire respecter. Donc, des fois, évidemment, leur décision est tributaire de coûts supplémentaires à mettre en place, soit pour les mesures sanitaires, soit pour les mesures de surveillance. Donc, un instant, j'ai une autre personne à mettre. Donc, c'est ça. Et je vous ai parlé déjà qu'il y avait le guide pour les camps de jour qui a été publié, là, qui est une ressource intéressante aussi. Je continue. Monsieur le Président, j'espère que vous regardez toujours les questions. Je pense qu'il y en a qui commencent. Assurance. Donc, la mise à jour d'aujourd'hui, je vais essayer de vous faire ça. Et je vais vous envoyer demain matin là, la note qu'on a reçue du Regroupement Loisirs et Sports du Québec qui fait le lien avec notre courtier d'assurance et nos différents programmes d'assurance au nom de toutes les fédérations sportives. Donc, une chose qui est claire, l'assurance responsabilité civile que les clubs vous avez en étant membre de la Fédé, elle est présentement en vigueur. L'assurance administrateur et dirigeant est aussi en vigueur. Donc, il n'y a aucun arrêt ou suspension des protections d'assurance par l'assureur en ce moment, malgré la COVID. Mais c'est plutôt les activités qui sont assurées, évidemment, qui sont différentes. Donc, les activités qui sont suspendues par la santé publique, bien évidemment, vu qu'elles sont prohibées par le gouvernement, bien évidemment, si vous les faites en contrevenant aux directives et aux recommandations de la santé publique, vous vous exposez à ne pas être assuré. Oups, donc c'est ça. Donc, évidemment, l'assureur va considérer les différentes activités couvertes au fur et à mesure qu'ils vont être déconfinés et ils seront automatiquement assurés là, au fur et à mesure que ça sera fait. Bon, évidemment, dans les différentes considérations, il va de soi que toutes les règles sanitaires et les consignes exigées par les autorités gouvernementales, de même que toutes les règles de sécurité doivent être respectées. Un membre d'une fédération ou d'un club il est couvert lorsqu'il pratique l'activité visée par sa fédé ou son club dans un cadre organisé, par exemple avec son équipe, son club, sous la supervision ou à la demande de son entraîneur, selon l'horaire prévu fixé par le club sur les lieux approuvés par la fédé. Bon, je me suis fait confirmer aussi parce qu'il y avait un petit flou là. On sait que, évidemment, nos athlètes ne s'entraînent pas seulement en présence des entraîneurs à la piste, font aussi de l'entraînement de façon autonome, mais prévu par les entraîneurs. Donc, quand c'est prévu au plan d'entraînement,
évidemment, donc c'est prévu et assuré. Puis évidemment, les gens qui pratiquent une activité à l'extérieur du cadre organisé, normalement, vont être couverts par leur assurance résidentielle. Donc, s'il y a des gens qui font ça de façon autonome et sans directive, je dirais, du club ou de leur entraîneur, pourraient ne pas être assurés par l'assurance du club, mais par leur assurance individuelle. Autre chose, évidemment, actuellement, seule la pratique libre et individuelle ou à deux est exercée dans un cadre non organisé et permise. Et en ce moment, les assureurs considèrent que ces activités-là ne sont pas assurées dans le cadre de la police d'assurance actuelle. Évidemment, ce qui a été suggéré aussi, c'est que les fédérations et les clubs fassent signer pour chaque participant une reconnaissance de risque. Donc, j'ai reçu ce document-là en même temps cet après-midi. On va valider le tout et on va vous suggérer donc un document qui va permettre notamment aux athlètes de confirmer avant de revenir, je parlerai dans la phase 2 des activités. Donc, ils vont confirmer qu'ils n'ont pas de symptômes de COVID, qui ont été amplement diffusés, là, ils vont être identifiés. Donc, l'individu aura la responsabilité de ne pas se présenter à un entraînement ou à une activité du club s'il y a le moindre risque d'avoir la maladie. Donc, on va demander, évidemment, ça va être beaucoup d'administration, mais on va vous suggérer pour que vos assurances soient valides, que chaque personne là, signe cette reconnaissance de risque. Donc, on va vous envoyer ça là, dans les prochains jours, là, ce qu'on a reçu des assurances demain et la reconnaissance de risque qu'on va valider de notre côté pour vous l'envoyer aussi dans les prochains jours. Mais ça va être utile pour la phase 2. Actuellement, là, c'est plus ou moins pertinent. Donc, les courses et entraînements virtuels. On a eu beaucoup de questions là-dessus. Évidemment, c'est toute une question d'assurance. Là aussi, on a reçu une petite mise à jour cet après-midi que je dois valider. En gros, vous avez reçu au début de la pandémie qu'au début, les entraînements virtuels n'étaient pas permis du tout, parce que pas assurés. L'assureur a fait une petite mise à jour ensuite de ça pour dire, si l'entraînement virtuel est fait par un entraîneur membre de la Fédé avec son groupe habituel d'athlètes, qui sont aussi tous membres de la Fédé, et que les consignes de sécurité sont identifiées au début de l'entraînement et en cours d'entraînement, comme on le ferait sur une piste, eh bien, ces entraînements-là virtuels sont permis. Mais donc, on voit que ça doit être seulement entre membres. Donc, de mettre ça sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, puis d'inviter monsieur, madame, tout le monde à y participer, ce n'est pas assuré. Donc, vous le faites à vos risques et périls si vous sortez du cadre. Et il y a des clubs, organisations qui disent, là, comme il y a moins d'activités, on aimerait ça faire des courses virtuelles dans notre ville. Et donc, en ce moment, le message était jusqu'à quelques heures que c'était du cas par cas, qu'on envoyait ça à nos assurances. La réponse que je n'ai pas eu le temps d'étudier en profondeur, c'est que c'est très peu probable que ça va être accepté parce que c'est une question de sécurité et de supervision. Donc, si vous faites ça et vous l'annoncez sur votre page Facebook de club, évidemment, il y a des non-membres de votre club, non-membres de la fédération qui pourraient y participer. Quand c'est des parcours dans la ville, évidemment, c'est pas quand c'est dans le cadre d'un événement organisé que les parcours sont sécurisés, fermés à la population, à la circulation. Donc, évidemment, le niveau de risque augmente et en ce moment, les assureurs considèrent que ce n'est pas dans le cadre de la police actuelle, donc ça ne sera pas assuré. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questions encore reliées à ça. Je vous dirais en ce moment, soyez prudents et vous ne pouvez pas vous embarquer là-dedans. On a 4 cas, je pense, là, de clubs qui nous ont suggéré ou proposé des choses qu'on est en lien avec l'assureur, mais la réponse, là, justement, que je vous dis qu'on a reçue là, dans les quelques dernières minutes laissait peu d'espoir pour ces événements-là à court terme. Évidemment, quand je vous fais ça, ça a l'air toujours le portrait un peu noir et un peu très strict. Évidemment, autant nous, la Fédé, que le regroupement Loisirs Sport Québec et Sport Québec, on fait des représentations au nom de l'ensemble de la communauté sportive parce qu'on vit, tous les sports, on vit les mêmes réalités. Donc,
auprès du gouvernement, auprès des partenaires, auprès des assureurs. On fait des représentations pour assouplir et nous faciliter la vie dans la façon qu'on va pouvoir conduire notre sport et relancer notre sport. Mais ce que je vous donne, évidemment, c'est l'information là, qui est le plus à jour. Donc, ça fait le tour. Avant de passer peut-être au conseil, je vais essayer d'aller voir le chat. En fait, Marc, ce que je te propose, c'est que pendant que je vais prendre un peu la parole, je vais te laisser le temps de regarder les questions clavardage. Il y avait beaucoup de questions, notamment sur le fond Sport Québec, puis comment ça s'applique réellement dans les. Alors, on pourra y répondre tantôt. Alors, écoutez, je vais prendre quelques minutes. Comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu, il faut savoir que bon, notre exercice budgétaire, comme le vôtre, évidemment, au niveau de vos clubs, a été complètement mis aux poubelles. Il fallait évidemment revoir et revoir sur la base des nouvelles informations qu'on a et sur ce qui était des acquis. Tantôt, Marc parlait de certains programmes de subvention dont on n'a pas encore, nous, des réponses formelles. Il y a bien sûr des revenus qu'on a perdus de façon évidente, notamment la question évidemment, l'annulation des essais olympiques nous a fait mal. Heureusement, Athlétisme Canada a reporté l'événement qui était normalement prévu à être accordé en 2021 à l'annulé contre Britannique. Donc, l'annulé aura les championnats canadiens 22 et 23 et on aura 2021. Alors, donc, concernant les frais d'affiliation, évidemment, je sais que vous avez très hâte de savoir quelle est notre position. On n'a pas actuellement statué. On attend certains éléments d'information additionnels. Il y a également des pratiques qui sont, évidemment, on travaille étroitement avec l'ensemble de nos partenaires nationaux qui vivent également des situations similaires. Donc, on va communiquer avec vous dès le début juin. Donc, on s'était engagé qu'on ne pouvait pas vous répondre avant le 31 mai, ce qui est toujours le cas. Alors, donc, pour l'instant, on ne peut pas répondre à vos questions à ce niveau-là. On va effectivement compter sur nous pour vous revenir avec une position claire sur les frais d'affiliation. Évidemment, pour ce qui est de la politique d'affiliation 2021, écoutez, dans le contexte actuel, vous comprendrez que on n'anticipe pas de changement majeur. On va là aussi s'adapter en fonction de les nouvelles réalités qui vont se présenter à nous. Alors, encore là, on n'a pas de réponse à vous donner, ne serait-ce que de vous dire qu'on vous tiendra bien sûr informé au fur et à mesure que les choses se clarifieront de ce côté-là. Plan stratégique, comme vous le savez, on terminait cette année le plan 2016-2020 du plan stratégique. On s'est penché depuis déjà, quand je dis on, j'inclus évidemment notre communauté, vous, les clubs. Je ne vais pas refaire un peu l'historique de ce qu'on a fait des derniers 6 mois, mais il y a eu beaucoup de travail. Et je vous dirais qu'on a profité d'une certaine façon de l'arrêt de nos opérations courantes pour effectivement mobiliser beaucoup les employés de la Fédération, entre autres, notamment un comité qui a été mis en place de pilotage pour vraiment faire avancer les différentes planifications. Alors, sans vous mentionner, exemple, ce qui a été fait, je vous rappelle ne serait-ce qu'en février, le forum stratégique auquel nombreux d'entre vous avaient participé. Et par la suite, il y a eu évidemment beaucoup de travail qui a été fait par ce comité de pilotage-là. Le conseil d'administration a été appelé à repositionner, reprioriser. On vient de recommuniquer avec l'ensemble des participants de ce forum-là pour effectivement redonner un tour de haut. On est très satisfaits. Les employés ont déployé beaucoup d'efforts dans leurs différents secteurs d'activité pour arriver avec des objectifs et des plans d'action qui sont très ambitieux. Là, il y a un effort évidemment de priorisation. Donc, on est beaucoup à peaufiner les derniers détails du plan stratégique. Évidemment, vous voyez que c'est 2025 parce qu'on considère que l'année 1 du plan, évidemment, dans le contexte actuel, c'est une année au neutre où, en fait,
on va être dans une relance de nos activités. Donc, bien qu'on va mettre en place certains éléments, bien, le retour à la normale, ce ne sera pas avant 2021, comme vous le savez. Donc, c'est pour ça que le plan, qui normalement est un plan sur 4 ans, bien, on le déploie, si vous voulez, davantage sur une période de 5 ans. Alors, on vous donnera encore là. Normalement, on compte déposer, le conseil d'administration va adopter un plan sur la recommandation de son comité de pilotage et évidemment des efforts qui ont été faits précédemment. On compte déposer en juin notre plan stratégique qu'on va évidemment vous communiquer à différentes occasions par la suite. Donc, voilà, mais dites-vous bien que le conseil d'administration rencontre régulièrement, évidemment par Zoom, et on a l'occasion, évidemment, de prendre régulièrement des décisions en fonction, évidemment, de la situation qui évolue très rapidement. Alors, voilà. Merci encore de votre participation. Donc, merci Sylvain. Je vais passer dans le chat, évidemment. Je vais passer, pour que ce soit plus facile, les questions une par une. N'hésitez pas à en poser. Donc, évidemment, une question de Steve Morin. Évidemment, on voit qu'il y a des propriétaires d'installations qui tardent à donner leur aval à l'ouverture. Donc, on demande si la Fédé peut donner un coup de main. Évidemment, comme je le mentionnais tantôt, la décision finale revient aux propriétaires d'installation. Mais notre volonté, c'est que les installations soient disponibles pour nos clubs et pour vos activités. Surtout, évidemment, à partir de la phase 2, ça va être plus critique encore qu'actuellement. Donc, évidemment, si on peut vous donner un coup de main, évidemment, ça va nous faire plaisir de vous aider. Bon, évidemment, on ne pourra pas le faire dépendant du nombre de demandes, là, puis du temps que ça demande, mais oui, on va pouvoir vous aider, ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous contacter là, en privé. Donc, je continue. Oui, la présentation est enregistrée, donc va être mise sur notre site web là, par la suite, avec toutes les autres présentations et webinaires qui sont faits. Question de Landry. Est-ce que le point sur les dons comprend également le montant de la cotisation annuelle versée à la FQA? Bien, la façon, là, il y avait une ou deux questions là-dessus, c'est vraiment vous, vos personnes, vos individus payent une cotisation à votre club qui inclut la cotisation à la Fédé. Donc, en ce moment, si par exemple, on vous donnait différents exemples, mais votre personne paye 300$ par année, puis vous jugez qu'il y a 100$ que vous devez rembourser à la personne parce qu'il y a selon la façon de fonctionner de votre club, pour des services que vous n'auriez pas rendus, bien évidemment, ce don-là peut être fait sur le montant de 100$. Donc, ça inclut l'ensemble de la cotisation que vous chargez à vos membres. Donc si ce n'est pas assez clair, on pourra se parler individuellement, mais évidemment, vous devez... et la même chose, il y a des gens qui ont des sessions d'été, par exemple, qui n'avaient pas encore ouvert leurs inscriptions. Bien, vous pourriez dire, bien, écoutez, la session d'été n'a pas lieu, par exemple, mais si vous étiez inscrit, bien, vous pouvez toujours faire le don de 100$ pour votre cotisation d'été, puis vous allez recevoir un don à la place de service. Donc, c'est un peu l'idée du programme. Ensuite de ça, une question de Marcel Gagnon. Est-ce possible de faire des compés ou camps par groupe d'épreuves et catégories? En ce moment, la réponse est non. On peut faire des activités à une ou deux personnes non supervisées. Donc, c'est non la réponse. Ensuite de ça, il y a Lova d'athlétisme Cyrus de Gatineau qui a une question, mais il ne l'a pas indiqué, donc je t'invite à l'écrire. Peut-être dans le chat, je vais continuer plus bas. Donc, les camps de jour qui sont permis jusqu'au 22 juin, on nous dit que, bon, à Robillard, il n'y en avait pas. Donc, évidemment, chaque ville va prendre ses décisions si les camps de jour sont maintenus ou pas. Donc, ça ne dépend pas de nous. Donc, on revient à une autre question de M. Luc Bujol, je crois. Bon, ben, j'ai répondu à cette question-là. C'est la même chose sur les dons. Là. Donc, c'est le total là, des cotisations que vous percevez. Robert Lavoie demande de définir les régions. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi la question. Évidemment, le déconfinement qui se fait par région, on voit que les conditions peuvent être différentes dans la grande région de Montréal, là, qui comprend souvent Rive-Sud, Montréal, Laval. Donc, évidemment, dans les conditions directives de la santé publique,
s'il y a des directives qui sont différentes par région, évidemment, dans le plan de déconfinement, il faut en tenir compte. Marc, oui. C'est juste dans le cas où, quand il parle de Montréal, souvent il parle du Grand Montréal ou la communauté métropolitaine de Montréal. Quand il parle de communauté métropolitaine, là, ça va jusqu'au nord de Mirabel. Ça inclut des villes dans l'Anaudière et presque toutes les Laurentides. Moi, j'aime ça. Quand ils disent la région, Laval, c'est une région, Montréal, c'est une région, les Laurentides, c'est une région. Mais quand ils parlent de Grand Montréal, souvent dans les communiqués, c'est pas clair pour nous autres parce que nos athlètes ne viennent pas juste de Laurentides. Je comprends. Évidemment, c'est toutes des choses qu'on essaye de confirmer, mais évidemment, il reste toujours un bout de flou quand c'est du microscopique. Il faut essayer de décortiquer des fois ce qu'ils veulent nous dire. Ce n'est pas toujours évident. Donc, s'il y a des cas particuliers, on les adresse en temps et lieu. Mais évidemment, quand il y a les annonces en conférence de presse, c'est souvent des annonces très génériques. Puis après ça, souvent, on a du ministère des précisions un peu plus, puis souvent, on a encore des questions à leur poser. Donc, Ariane Bouchard qui demande que la Ville demande si la Fédé autorise les camps de jour. Comme je le disais, ce n'est pas à nous à autoriser que vous faites ou pas des camps de jour. C'est à la Ville à prendre ses décisions. Comme la Ville de Montréal a décidé qu'à Robillard, il n'y avait pas de camp de jour, bien, chaque ville doit décider si elle autorise les camps de jour parce que c'est à elle, dans ses installations, de mettre en place les mesures sanitaires. Donc, est-ce qu'elle veut, elle peut, elle a les moyens? Donc, c'est vraiment là aux villes à prendre ces décisions-là. Évidemment, il y a comme je disais, pour les camps de jour, il y a un guide qui a été préparé par l'Association des camps, autant pour les camps d'été que pour les camps de jour. Donc, c'est ce guide-là. Et vous verrez, lorsque vous regarderez ce guide-là, que la plupart des directives qui sont émises, c'est des directives émises par la santé publique et par la CNESST. Donc, c'est les guides à prévoir et les directives à suivre pour être capable de mettre en branle un camp de jour. Donc non, tu ne comprends. Donc, c'est pas vrai qu'on accepte que les camps de jour soient faits. Donc, on va avoir plus de directives. Évidemment, si c'est autorisé, bien, on encourage les clubs qui font des camps de jour à les faire. Il n'y a aucun problème à les faire si les directives et les consignes sont respectées. Après ça, j'ai un message de 101-00, donc je ne sais pas c'est qui. Si je peux élaborer quand on parle de compétition locale en août-septembre. Bon, évidemment, là, c'est de la spéculation, donc je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Donc, je vous dis que notre objectif ou notre souhait, en ce moment, on est plus dans les souhaits. On aimerait bien que si on puisse reprendre là, les compétitions. Il y a un micro ouvert en passant, j'entends tousser quelquefois. Donc, évidemment, on espère qu'il y aura possibilité d'avoir des petites compétitions, mais évidemment, avec les conditions qu'on a présentement, on est presque assuré qu'il n'y aura pas de compétition de niveau provincial parce que jusqu'au 31 août, les conditions de 250 personnes et plus sont interdites. Donc, à moins que cette condition-là change. Le voyagement entre régions n'est pas permis ou encouragé, à moins pour les services ou les voyages essentiels. Donc, avec l'info qu'on a en ce moment, on pense que s'il y a des compétitions cette année, ce serait des compétitions au mois d'août-septembre et ce serait des compétitions plus de nature locale, régionale. Mais c'est à suivre, ça pourrait changer en cours de route. Athlée, donc je ne sais pas c'est qui. Athlée, Marc, n'est-ce pas une contradiction le fait que les entraînements supervisés sont interdits, mais que les camps de jour peuvent reprendre? Évidemment, on peut voir là, dans les différentes annonces qui sont faites à tous les jours présentement une certaine incohérence. Il faut comprendre que le déconfinement se fait vraiment par étapes et par clientèle et par catégorie. Donc, évidemment, si les camps de jour reprennent, on peut penser, mais ils reprennent le 22 juin. Donc, on peut penser que dans la phase 2 de déconfinement sportif, des conditions semblables au camp de jour vont être émises. Bon, là, je fais de la spéculation. Ne dites pas Marc a dit que. Donc, je spécule, mais je pense bien que on peut penser qu'ils vont
être capables d'enligner leur flûte donc sur la reprise des entraînements supervisés versus qui peuvent ressembler effectivement à des camps de jour supervisés. Donc, on verra et probablement que les ratios qui sont mis pour les camps de jour pourront être des indications pour les clubs sur les ratios qu'ils pourront eux-mêmes utiliser pour leurs entraînements, mais ça reste à voir s'il y aura des ratios émis par la santé publique pour les entraînements supervisés. Donc, j'ai-tu d'autres questions? J'ai Lova, peut-être si tu veux ouvrir ton micro et nous poser la question que tu voulais, ça va peut-être être plus simple. Lova, est-ce que tu veux ouvrir ton micro, poser ta question? Oui, Marc, je viens de t'entendre, je viens d'ouvrir le micro. Dans le fond, tu as répondu à la question que je t'avais posée. C'est moi qui avais posé la question en lien avec les camps d'entraînement versus les entraînements supervisés. Parfait. Bon, camps de jour, excuse-moi. Les camps de jour versus les entraînements supervisés. Parfait. Bien, merci. Merci à toi. J'ai Abdoutrak qui a une autre question. La saison de cross-country, étant donné que c'est en plein air et à l'espace libre, peut-on envisager une saison de cross où les participants auraient à fournir un formulaire de santé, comme ça élimine le plus de risques possible? Bon, écoutez, la saison de cross-country, on n'est pas rendu là. Évidemment, quand on... Et là aussi, je vous donne une opinion personnelle, donc ce n'est pas une position de la Fédé. Comme le 2 mètres risque d'être imposé pour plusieurs semaines et mois encore à venir. Donc, si le 2 mètres de distanciation physique est imposé, on voit difficilement comment on va pouvoir faire une saison de cross-country. Donc, les gens ne pourront jamais... donc, si la santé publique ne permet pas les rassemblements, à moins que ce soit tout le monde en haut de 2 mètres, difficile de prévoir des courses de demi-fond en compétition et des épreuves de cross-country. Donc, évidemment, dans le guide qu'on va publier éventuellement, ça sera sur la reprise des entraînements. Il y aura des chapitres qui vont s'ajouter en cours de route sur quand on sera rendu à une phase ultérieure de reprise des compétitions, comment on peut adapter nos compétitions. Donc, on est en train de réfléchir de comment on pourrait adapter une épreuve de cross-country pour respecter le 2 mètres. Évidemment, si je vous parle un peu des quelques idées qu'on a, il y en a qui vont dire que c'est plus du cross-country, c'est un peu loufoque, mais ça sera peut-être la seule façon de faire un semblant de cross-country. Mais le 2 mètres va être évidemment en vigueur plusieurs mois et va nous limiter beaucoup dans ce qu'on pourra faire. Mais on va commencer par reprendre les activités d'entraînement de manière supervisée, un peu plus normale, entre guillemets, et on verra là, pour la suite pour le cross-country. Mais pensons pas qu'on va faire une saison de cross-country normale. Je pense que les chances sont assez minces que cela se produise. Bon, évidemment, Steve Morin qui dit que ça pourrait être des départs contre la montre comme en vélo. Évidemment, ça fait partie des scénarios qu'on a. Nos amis des autres provinces ont déjà émis certaines hypothèses là-dessus aussi avec, par exemple, des courses maximum de 50 participants avec départ aux 30 secondes, les plus vite en premier, pas le droit de dépasser ou en tout cas, bon. C'est toutes des idées qui sont étudiées. Mais évidemment, après ça, il va falloir voir comment, dans les faits, ça peut s'organiser, se réaliser. Mais comme je vous dis, évidemment, en 2 mois, on a beaucoup évolué. Dans une phase de déconfinement actuelle, on voit que les nouvelles sortent à tous les 2-3 jours par le gouvernement. Donc, attendons un petit peu là, avant de se projeter dans le futur. Donc, les questions sont ouvertes. Si... je vais aller voir, s'il y en a qui voudraient prendre la parole dans la fonction, vous pouvez lever la main. Donc, soit vous posez votre question dans le chat ou vous pouvez lever la main. Sinon, vous êtes très... sinon, la présentation a donc répondu à beaucoup de vos questions. Donc, je ne vois pas personne qui lève la main, personne d'autre qui pose des questions supplémentaires. Évidemment, en résumé, hein, tout le monde, on a aussi hâte que vous de reprendre des activités et de revenir dans une certaine normalité, sachant que probablement pour les prochains mois et peut-être même la prochaine année, rien ne sera tout à fait normal comme avant. Donc, on va devoir continuer à avoir un pouvoir d'adaptation et de vivre avec un niveau d'inconnu et d'incertitude assez élevé. Je pense que tout le monde le fait relativement bien. Évidemment, les employés de la Fédé sont toujours disponibles. On est tous
travaille en télétravail depuis le 13 mars. N'hésitez pas pour vos différents secteurs de communiquer avec les employés là, avec qui vous êtes en communication habituellement. On continue à être très actif à défendre le retour à l'entraînement, mais on défend aussi, on est en lien, en accord avec le gouvernement que la santé est vraiment la priorité numéro 1 et je pense que tout le monde dans vos différentes organisations, vous avez ce même souci-là. On vous tient au courant dès qu'on a de l'information à jour. On vous tient au courant. On essaie de ne pas vous inonder de communication parce qu'à un moment donné, on oublie l'essentiel. Donc, on essaie d'être en communication régulière avec vous. On jugeait qu'aujourd'hui, d'avoir un webinaire au lieu de juste les communications écrites était pertinent là, pour faire une mise au point un peu plus globale. Donc, c'est un peu ça qui fait le tour de la situation en date d'aujourd'hui. Évidemment, on vous conseille et je pense que vous faites tous, de continuer à être en contact avec vos parents, avec vos athlètes pour garder la motivation. Je pense que l'athlétisme est un des sports qui va être déconfiné le plus rapidement par rapport à bien des sports d'équipe, des sports de combat, etc. Donc, il y aura une opportunité, une occasion assez incroyable pour l'athlétisme d'accueillir à tout le moins de façon temporaire, des gens de d'autres sports qui voudront garder la forme et venir s'entraîner. Donc, il y aura probablement des joueurs de football, des joueurs de hockey, des judokas qui voudront peut-être faire un peu d'entraînement en athlétisme. Donc, soyez peut-être ouverts à cette possibilité-là. Évidemment, comment ça va être conciliable avec le fait qu'on va limiter le nombre de personnes par entraîneur, limiter le nombre de personnes par plateau, peut-être que ça sera difficile à concilier, mais il y aura peut-être des demandes dans vos clubs là, qui vont arriver éventuellement. Donc, c'est ça. On me demande là, si on va pouvoir avoir le guide des camps est disponible sur le site web de la Fédé dans la section coronavirus, donc communication coronavirus. La présentation de ce soir a été enregistrée et va être disponible là, dans les prochains jours là, sur notre site web, toujours dans la section coronavirus. Donc, vous pourrez y avoir accès effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Vous avez eu des très bonnes questions. Il y en a plusieurs qui m'avaient envoyé des questions au préalable que j'ai pu mettre dans la présentation pour y répondre au fur et à mesure. Et évidemment, on va continuer à être en communication. Et merci là, pour votre présence et votre participation. Puis, écoutez, gardez le moral. Puis, on va revenir éventuellement là, à un niveau d'activité comme on le connaissait. Puis, on va pouvoir se revoir sur les pistes prochainement. Merci à tout le monde.